Nous allons donc accueillir Claude Grain, qui va nous parler de la destinée de l'âme kanak au retour de son voyage au pays des morts, en Nouvelle-Calédonie. Alors, sur la carte de la Nouvelle-Calédonie que vous voyez qu'il y a une partie qui s'appelle la Grande Terre. C'est là, effectivement, une grande terre qui est séparée au milieu par un massif nuageux. Et vous avez sur la côte est, c'est une côte avec beaucoup de végétation, avec des mangroves, avec une végétation tropicale. Et sur la côte ouest, au contraire, c'est une terre qui est beaucoup plus aride et c'est plutôt un paysage de savane. Donc vous passez d'un côté à l'autre de la Grande Terre et la végétation change complètement. Tout à fait au nord de la carte, vous voyez qu'il y a deux petites îles. Il y en a une qui s'appelle, donc vous voyez les îles Belep, et vous avez une petite île qui s'appelle Pot. Et si vous descendez un peu sur la carte, vous avez une autre île qui s'appelle Balabio. Vous descendez encore un peu et vous arrivez à Yengen. Je vous cite ces noms des îles car elles vont avoir une certaine importance par la suite. Moi, j'ai travaillé depuis une douzaine d'années sur une partie du territoire qui va de l'est à l'ouest et qui est définie comme étant l'aire Paichi-Chemui et dans lesquelles vous avez la ville de Koné et la ville de Pointe-Dimier. Donc on est absolument au milieu de l'île. J'ai partagé ma contribution en 5 chapitres, dont vous pouvez lire les titres là. Donc sur la première partie, je vais présenter la constitution du corps humain selon les Kanaks. Ensuite, je traiterai de la question des funérailles en prenant pour exemple les funérailles de quelqu'un que j'appellerai Madame N. J'aborderai ensuite le trajet que devra suivre son âme pour atteindre le pays des morts, puis je traiterai des esprits, des âmes ou des morts, puisque les deux mots sont possibles, identifiés comme ancêtres. Et enfin, comment retrouver l'âme d'un aïeux dont le corps n'a jamais été retrouvé. Alors, une première chose à dire concernant la société kanak, alors c'est l'ensemble de la société kanak, donc l'ensemble des 16 aires coutumières qui sont en Nouvelle-Calédonie, où on retrouve cette même définition du corps. L'hérédité physique de l'individu va se partager entre ces deux ascendances. Il y a l'ascendance maternelle et l'ascendance paternelle. Le groupe des maternels ou utérins est constitué par l'oncle maternel et en ligne ascendance, le père de celui-ci ainsi que ses descendants et descendantes. Le groupe utérin est plus présent l'oncle maternel, fournit à son neveu son sang, sa chair et ses os, c'est-à-dire il lui fournit tout son corps physique. Et c'est lui qui lui transmettra à un moment particulier son âme et le souffle. Quant aux parents paternels, ce sont les protecteurs responsables de cette vie qui leur a été confiée par le groupe des maternels. À la mort de la personne, c'est le groupe des paternels qui devra restituer son corps et son souffle éteint, qui est concrétisé par une menée de coquillages à ceux qui lui avaient jadis confié la charge de cette vie. Alors, vous avez ces fameuses monnaies kanak. Je dis fameuses monnaies kanak parce que ça fait vraiment partie de la culture. Là, ce sont des dessins qui ont été faits par Roger Boulet, qui a travaillé notamment avec Emmanuel Caserero pour ce qu'on appelait pour le patrimoine dispersé des œuvres kanak. Alors, c'est un objet qui est fermé. À l'intérieur de ces objets, vous avez un étui. Alors, l'étui peut prendre différentes formes. Ça peut être comme une pirogue, ça peut être comme simplement un tapas. Et à l'intérieur, vous avez un objet qui a une tête et qui a un long corps formé par un long collier qui actuellement est fait avec des os de roussette. La roussette, c'est la chauve-souris de Nouvelle-Calédonie. Sur l'autre côté, sur l'autre slide, l'autre partie de la slide, vous voyez des différentes variations de ces monnaies. Alors, je vais m'intéresser maintenant à des funérailles, donc qui sont les funérailles d'une dame que je vais appeler Madame N. Alors, Madame N était une femme aimée et respectée qui est décédée à un âge avancé.
Malgré toutes ses qualités, elle est une défunte dont l'âme pourrait devenir dangereuse. Madame N, atteinte d'un cancer, a été hospitalisée en Australie par manque d'infrastructures hospitalières adéquates disponibles en Nouvelle-Calédonie. Elle est décédée loin de ses proches et sans leur soutien spirituel. Donc ses proches ne savent pas comment elle est morte, ni comment son corps a été traité. Alors, lorsque le corps est ramené, mais quand commencent les funérailles, son corps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que le cercueil n'a pas encore été amené par les autorités françaises, ce qui veut dire que vraiment on commence les funérailles parce que c'est le moment où on doit le faire, mais le cercueil n'est pas là, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Le cercueil ne sera là en fait que 5 jours plus tard, au moment où on va procéder à l'ensevelissement. Alors, maintenant, les ensevelissements, ça se fait dans les cimetières, comme dans passablement d'endroits, mais dans les temps anciens, les corps étaient déposés dans des arbres ou étaient déposés dans des cavités, et il y avait différents rituels qui s'ajoutaient à ça, à savoir que les crânes étaient assemblés à un moment donné, que les os étaient traités d'une certaine manière. Mais tout ça, ce sont des pratiques qui ont totalement disparu. De même, je vous rassure que le cannibalisme n'existe plus. Voilà. Mais le cannibalisme, pour reprendre la contribution de ma précédatrice, le cannibalisme se pratiquait sur des ennemis. C'est-à-dire qu'on mangeait une partie de l'ennemi de manière à ce qu'en fait, d'empêcher un certain nombre de processus qui auraient pu faire que cet ennemi revienne sur une forme ou sur une autre. Alors, pendant ces funérailles, je vais aller assez rapidement sur ça pour aborder plus rapidement le voyage de l'âme. Alors, quand les funérailles commencent, vous avez d'un côté, les paternels se mettent d'un côté et les maternels de l'autre côté. Il y a tout un processus de dons et de contre-dons avec des grandes cérémonies que vous avez probablement déjà vues, où on déploie des grands tissus, où chaque groupe a amené un certain nombre de biens. Ce sont des tissus, des manous, des ignames, des tarots, enfin ce sont différentes choses que chaque groupe amène et qui sera redistribué à la fin du rituel selon des règles de répartition qui vont être débattues et décidées pendant les périodes rituelles. C'est ce qu'on appelle la coutume de retour, où les maternels, donc qui ont perdu, qui ont donné un membre et qui l'ont perdu, vont recevoir plus de biens. Mais ce sont des biens assez communs. Il n'y a plus les biens de très très grande valeur. Depuis l'arrivée des missions, les biens ce sont toujours le même genre de biens. Et généralement, ces biens de coutume, on les garde et on les redistribue à la prochaine coutume. Voilà. Ce sont des objets de circulation. Et là, nous avons une chose, et nous avons aussi autre chose, c'est que dans le groupe des utérins, donc des maternels, dans les temps jadis, dans les temps anciens, il était d'usage de détruire tous les biens du défunt pour exprimer sa colère et pour empêcher que les paternels qui n'avaient pas gardé en vie le maternel ne puissent pas en bénéficier. C'est une procédure rituelle, évidemment, puisque ce sont ces biens dont on parle, tout le monde a les mêmes. Donc. Et puis là, dans la slide que j'ai mis, ce sont des femmes du côté paternel qui amènent les biens de Madame N, qui est décédée, et qui les déposent sur un tapis. Et ensuite, sur l'autre image, vous avez des hommes du côté des maternels qui sont en train de récupérer ces objets. Et vous voyez bien que c'est vraiment un processus rituel, puisque les objets ont très peu de valeur marchande. Bon, il y a beaucoup de plantes, ça c'est important parce que là, ce sont des choses qu'on aime bien se donner, se reprendre, mais il n'y a aucune valeur marchande dans les objets qui sont revenus. C'est vraiment un processus rituel qui est important à faire. Maintenant, nous allons... voilà. Au cours de ces funérailles, il y a un moment particulier où il y a un homme qui va chasser l'âme de la défunte. Alors, ça se fait de deux manières. La première manière, c'est la scène que vous voyez, c'est-à-dire que vous avez un homme qui est en train de balayer le sol. Il ne balaye pas le sol, il balaye l'âme de la défunte pour l'inciter à partir.
Et dans la deuxième partie de la saille, vous voyez qu'il a mis le feu à son bouquet de branches, et il est en train de l'éteindre, mais en fait, après être passé, avoir balayé le sol, en fait, il a fait le tour de la maison avec de la fumée pour enfumer l'espace. Alors on dit toujours, on purifie l'espace. Certes, on purifie l'espace, mais on chasse l'âme de la défunte dans le cas présent. Ensuite, nous arrivons ici, nous sommes 4 jours plus tard, les funérailles ont duré 5 jours, et vous avez sur une partie de la slide des hommes en train de regarder les différents tas de coutumes de retour, puisqu'en fait, chaque lignage ou chaque membre du lignage va pouvoir prendre son tas de coutumes et le ramener chez lui. Donc vous avez sur les perches sont fichés les noms des personnes qui vont reprendre la coutume. Le retour de coutume. À droite, vous avez des gens du groupe des paternels qui observent la situation et qui attendent. Et là, nous avons un deuxième problème. Donc, nous avons vu que le premier problème, c'est que le corps n'est toujours pas arrivé, ce qui est quand même compliqué. Ça veut dire que les maternels n'ont pas pu reprendre le corps, puisque ce sont eux qui, normalement, reprennent le corps, et c'est eux qui sont responsables de l'ensevelir. Donc c'est un moment on commence à être très tendu dans cette cérémonie, car il y a une partie du rituel qui n'a pas pu être faite. Et là, il y a un deuxième danger qui est en train de s'installer, à savoir qu'on a attendu le corps, on attend le corps n'est toujours pas là, et la nuit est en train de tomber, ce qui veut dire qu'il y a des esprits, une néfaste, qui pourraient venir récupérer une partie des coutumes et continuer à s'aborder totalement ces funérailles. Alors, à ces funérailles, il y a un certain nombre dans les autres moments obligés, nous avons un certain nombre de paroles de deuil qui sont dites. Alors, les paroles de deuil, là, vous avez un exemple, ce sont des paroles de plainte. Alors, je ne vais pas vous les lire entiers, parce que vous savez, mais je vous lis juste quelques extraits. Nous sommes venus pour recouvrir la déchirure produite par l'arrachement d'un poteau central, celui d'un tronc abattu. Donc, c'est une manière métaphorique de parler de l'être humain qui est mort. Nous sommes venus effacer la trace, l'eau a fouillé les racines, etc. Et ensuite, on se plaint, on dit « Elle est tombée la flèche de l'Oracaria ». L'Oracaria, c'est un arbre où se posaient les vols d'éperviers de tête blanche. Enfin, c'est toute une manière métaphorique d'exprimer la perte de l'individu qui est décédé. Ensuite, dans la deuxième partie du texte, on dit « Il », le défunt, court. Alors là, le texte que j'ai repris, c'est un texte qui avait été recueilli par le pasteur Lénard, donc on est dans les années 30, mais c'est à peu près la même chose qui se passe maintenant, sauf que parfois les paroles sont moins poétiques. Alors là, on a la description du trajet que va devoir faire l'âme. Là, on dit le défunt, il court et vraiment foule le sol, là-bas, Haïna, atteint un point dimier. Alors, vous avez vu point dimier où c'était sur la carte, et va toujours vers Ouai, ça veut dire qu'il est en train de monter vers Laval, vers Paty, il heurte et plonge, parce que les âmes plongent dans la mer. Il a dit adieu là-haut, Népichiri, et il descend dans le tournoiement d'un remous, là-bas, à Mohaï, et à Nimiwi. Voilà, l'âme est en train de plonger. Alors, je vous ai mis une photo que j'aime bien. Ça a été fait par une artiste qui s'appelle Zoé Schellenbaum et qui avait fait tout un portefeuille d'artistes pour exprimer la mort de différentes manières. Et là, c'est une photo qu'elle m'avait donnée dans ce dossier où on voit l'âme en train de plonger dans l'océan. Où est-ce que va aller l'âme ? Alors l'âme va aller à un pays particulier qui s'appelle le pays des morts. On va l'appeler comme ça pour commencer. Alors, il y a plusieurs points sur l'île où justement on peut plonger dans le pays des morts. Il y avait les 2 petites îles que je vous ai montrées, et généralement, il y a d'autres endroits, mais qui sont généralement situés sur la côte est, c'est-à-dire la côte plutôt tropicale. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme kanak, pardon. Alors, dans le monde des vivants et celui des morts, et du mort, dans les 2 mondes, que ce soit le monde des vivants ou le monde des morts, il circule la même entité immatérielle que toutes les langues kanak nomment d'un terme qui est traduit par âme. Alors en Paichi, on parlera du mot Niua, qui désigne l'âme en général, celle des vivants comme celle des morts. Donc les morts ont aussi une âme,
et c'est le même terme qui est utilisé. Dans la langue Chemui, qui est une langue voisine, va ajouter un mot, un petit mot, pour signifier si c'est l'âme d'un homme en vie ou si c'est l'âme d'un défunt. Mais c'est le même mot de base, simplement on ajoute un petit suffixe pour préciser. Les Paishi, eux, ils ne précisent pas. L'âme, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tant que l'âme demeure prisonnière du corps humain, tant qu'elle anime, ses possibilités d'action sont très limitées. Mais, ce qui est spécifique dans le monde kanak, c'est que, bon, pas seulement dans le monde kanak, mais dans d'autres aussi, l'âme, elle s'affaiblit ou se renforce au gré de l'état physique de la personne. Entretenue par certains rites ou agressée par d'autres, l'âme fluctue, mais voit sa puissance s'accroître à mesure que l'individu prend de l'âge. Et c'est là la spécificité kanak, c'est que plus l'être humain vieillit, plus il est malade et plus son âme devient forte. Alors, cette prime à l'ancienneté sera encore décuplée au moment de la mort. Échappant alors à la contingence de l'existence humaine, l'âme acquiert une autonomie et une vigueur sans précédent qui va lui permettre de rejoindre le séjour des morts. Car effectivement, elle va devoir faire tout un trajet, elle va devoir plonger, il lui faut beaucoup d'énergie pour y arriver. Alors, dans le monde kanak, on pense que l'état qui précède la vie et celui de la mort sont équivalents. Et on les nomme généralement sous le terme de doué. Ce qui peut se traduire par ancêtre ou qui se traduit par pas, dans le sens que c'est un état semblable, qu'on soit mort ou qu'on ne soit pas encore tout à fait né. Donc on est sur le même réservoir. Alors, et les futurs humains et les justes morts se retrouvent tous dans ce lieu qu'on appelle le séjour des Yue ou qu'on appelle le séjour des morts. Alors, c'est assez particulier comme monde. Ce qu'on raconte, c'est qu'en fait, c'est comme dans le monde kanak, on danse le pilou, c'est-à-dire qu'on danse en rond pendant des heures, une éternité, mais un certain nombre d'âmes, en fait, vont pouvoir changer de statut et devenir des humains, c'est-à-dire qu'elles vont c'est pas qu'elles se réincarnent, mais qu'elles vont revenir à l'état d'humain, qu'elles vont revenir comme des bébés. Et souvent, c'est le rituel pour faire ça, c'est l'oncle maternel dont on a parlé tout à l'heure, qui va insuffler à son futur neveu ou sa future nièce une âme. Et quand ça fonctionne, c'est une âme qui revient sur Terre. Mais il peut aussi, par moments, il peut y avoir des accidents, si j'ose dire, dans cette forme de réincarnation. Il peut y avoir des accidents, à savoir que l'âme va devenir un être un peu intermédiaire. Et là, nous avons une âme qui est devenue un esprit, qui va être récupérée par quelqu'un qui a besoin de l'énergie de cette âme pour en faire une pierre de guerre. Là, je vais continuer à aller un peu vite pour arriver à la fin. Et là, vous avez aussi des représentations de l'âme. Donc, vous avez sur la chamblande qui est sur la diapo, vous voyez une âme, la tête d'une âme qui ressort de l'eau, et le signe qui est sur le corps, c'est le signe de l'eau. Et je vais arriver à la fin de mon exposé, décidément j'étais trop bavarde, pour vous montrer quelque chose d'un peu particulier. C'est une dame qui va rattraper une âme. Alors, pour rattraper cette âme, pourquoi elle veut le faire? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de sa famille. Elle est descendante de ce personnage qui a été tué pendant la guerre de 1917 en Nouvelle-Calédonie, la guerre kanak donc, et qui a été, sa tête était apprise. C'est un héros, quelqu'un qui est devenu un héros kanak, Boué Noël, et il a été décapité. Or, on ne sait ni où est la tête. On a dit un temps qu'elle était à la gendarmerie, mais on n'a jamais retrouvé la tête, et le corps n'a jamais été retrouvé non plus. Alors cette dame a fait pour honorer son ancêtre, car elle l'a vu en rêve, son ancêtre lui a dit « mais il va y avoir un certain nombre d'accidents si je n'ai pas un lieu pour que mon âme puisse être déposée et que depuis cet endroit elle puisse repartir vers le monde des morts. Là je suis une âme errante. » Alors elle a construit tout un rituel. Et juste, je finis là-dessus. Pour rattraper l'âme, elle a procédé elle était une voyante, lui a expliqué le type de procédure pour rattraper une âme,
Et elle a fait 7 allers-retours depuis l'endroit où se trouvait l'ancienne gendarmerie jusqu'à l'endroit qu'elle a identifié comme étant le lieu possible d'une sépulture. 7 fois le aller-retour avec de l'eau dans une bouteille. Ça veut dire que chaque fois, elle a fait 7 fois 2 fois 5-6 kilomètres pour ramener l'âme en disant si l'âme était à la gendarmerie, là je l'ai ramenée. Elle l'a ramenée, elle a répandu cette eau sur le sol, elle a fait une coutume pour cette âme, et maintenant on suppose que l'âme est là, qu'elle sera là et qu'elle pourra se réincarner bien. La seule chose que je veux finir, parce qu'il faut que je finisse quand même, c'est que ce que j'ai décrit, c'est un certain nombre de rituels d'échange en fait, où on se donne des choses, on reprend des choses, on respecte des délais, on récite des noms de généalogie, on fait un certain nombre d'actions, mais que tout le monde connaît. Tout le monde peut les faire. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de personne qui rituellement est assignée à s'occuper de l'âme des morts. Ce n'est pas un individu, c'est une collectivité qui a des rôles partagés à l'intérieur de cette communauté qui s'occupe des âmes et de leur bon cheminement jusqu'au pays des morts et qui espère au retour que cette âme va revenir sous forme d'un enfant. Et par rapport à toutes les âmes qui déraillent un peu, on fait un certain nombre de pratiques, de supplications, de choses, mais toutes ces choses-là, tous ces actes sont des actes collectifs. À l'intérieur des clans, parce qu'il y a des clans, il y a effectivement des gens qu'on pourrait considérer comme des spécialistes, parce qu'ils sont de ce clan, va plutôt venir soit des chefs, soit des maîtres du terrain, soit des magiciens, soit des thaumaturges. Mais ces gens ne sont pas réellement sollicités, mais leur seule présence est importante. Voilà. Je vous remercie.